Et bienvenue dans Les Experts, parole de leader. Donc, on est sur la partie 2 de mon invité, Olivier Hello, assureur en Bretagne, donc du groupe AXA, moi qui travaille avec le groupe AXA, et qui vous explique effectivement son parcours, sa vision, son alignement, sa position de leadership, comment d'une certaine manière il décide d'embaucher quelqu'un après avoir travaillé seul, etc. Rebonjour Olivier. Rebonjour Philippe. Alors, dans la première partie, on a essayé plutôt de travailler un petit peu en surface sur ton métier, on a essayé de comprendre comment tu fonctionnais, etc. Maintenant, on va aller en profondeur. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te motive chaque matin à pouvoir te lever et à faire ton métier? Ah bah c'est la rencontre du client, nouveau client ou client du portefeuille, et de pouvoir donner une satisfaction ou du moins être capable de répondre aux besoins de mon client. Voilà ce qui me fait me lever le matin. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes? Parce que tu sais, les gens, quand ils écoutent un podcast ou quand ils regardent un podcast, d'ailleurs, je suis le premier à m'en rendre compte, on aime bien les anecdotes. Raconte-nous quelques anecdotes qui sont arrivées au cours de ton métier avec des clients, toi avec des clients, des choses qui t'ont un peu surpris ou des choses auxquelles, d'une certaine manière, tu ne t'attendais pas. Alors, je sais pas si c'est une anecdote, pardon, mais c'est souvent une remarque. J'ai du mal à prendre des rendez-vous chez les clients parce que la prévoyance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le premier son qu'on a fait. Il y a que 40% des clients qui sont couverts et les autres sont. Il leur arrivera rien. De toute façon, on est tous chefs d'entreprise et on est fait pour travailler et pas pour être arrêté. Et souvent, la remarque, c'est de me dire, bah, on n'a pas besoin d'un rendez-vous et finalement, on cale le rendez-vous et à l'issue du premier rendez-vous, c'est toujours ce qu'on me dit, c'est purée, mais on aurait peut-être dû se voir avant quand même parce que d'où l'importance de votre métier aujourd'hui, je la considère. Et puis, l'anecdote souvent qui ressemble, c'est qu'une fois que tu as mis un contrat en place et que parfois ça arrive, on a des clients qui sont en arrêt et qui te disent, ben, on a bien fait de se voir parce qu'aujourd'hui je suis indemnisé, ma famille, mon revenu, mon entreprise continue à travailler grâce à vous. Ben voilà, la situation du client, elle est nourricière en fait. On se nourrit tous de ça. Enfin voilà. Quel est ton canal d'acquisition en fait? C'est Internet? Comment tu as pu t'adapter en fait avec Internet quand tu as switché, je dirais, de la partie physique? Alors, tu étais passé par la partie agricole au départ. Après, effectivement, tu es rentré dans le monde de l'assurance. Mais comment tu découvres en fait Internet au départ et qu'est-ce qui t'apporte Internet? Le web, ouais, Internet et web, hein, c'est la même chose de toute façon. Moi, c'est la même chose. Alors Bon, un, aujourd'hui, c'est la structure. Deux, effectivement, c'est l'espace. Aujourd'hui, le web dans mon métier actuel me renvoie de la reconnaissance, de la visibilité, mais aussi et surtout de l'accélération de process, parce qu'aujourd'hui, on fait énormément de visio, notamment avec les clients, ça nous prend quand même beaucoup moins de temps que de se déplacer. On fait beaucoup de signatures électroniques sur le web. Enfin, aujourd'hui, tous les espaces clients sont sur Internet, ça nous rend la vie quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Enfin, aujourd'hui, dans notre monde, de toute façon, on peut plus s'en passer. Donc, c'est, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi une façon de prospecter aussi, hein. Aujourd'hui, moi, LinkedIn, c'est une façon de montrer ce que je fais, et puis de prospecter des clients, des entreprises. Donc, on ne pourrait pas s'en passer. De toute façon, c'est impossible. Alors ça, c'est intéressant ce que tu nous évoques pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel B2B, mais bon, sur LinkedIn, il y a des visiteurs, il y a des touristes, voilà, il y en a qui forcent un peu le démarchage, etc., voilà, qui essayent de faire des leads froids. Comment tu arrives à avoir des leads chauds, en fait, c'est-à-dire de la requête qualifiée et du contact qualifié? Comment tu le valides, ça? Et comment tu fais le tri, surtout? Alors, comment je le valide? En fait, moi, je suis sans arrêt en développement de ma page LinkedIn en disant, en invitant euh, au maximum, en fait, hein. Alors, je cible qui c'est que je veux inviter parce que je veux des indépendants, je veux des professions libérales ou chefs d'entreprise. Je sectorise aussi parce que j'ai pas envie d'aller au bout du monde non plus. Et puis après, moi, quand j'invite, si mon invitant accepte mon invitation, j'ai toujours un petit message sympa expliquant mon métier et donnant mon numéro de téléphone ou mon contact si on veut aller plus loin. Maintenant, je suis pas un harceleur de LinkedIn non plus, quoi. Mais
mais voilà quoi. Et donc aujourd'hui, j'échange avec sur ma page LinkedIn avec des prospects, parce que c'est des prospects, de leur métier, de mon métier. J'apprends aussi des choses, donc c'est super sympa, c'est enrichissant. Et qu'est-ce que tu penses du social selling, c'est-à-dire effectivement de cette méthode, de cette pratique qui consiste justement à ce que tu nous disais là à l'instant même, c'est-à-dire de ne pas être un bourrin quoi, de la vente, à pas vouloir effectivement absolument obtenir à vendre son truc ou sa camelote, ce qui n'est pas péjoratif bien sûr, hein, je mets des guillemets, mais le social selling, c'est créer la relation, c'est-à-dire tu crées la relation, tu gagnes la confiance, le capital de confiance, et ensuite tu t'installes par rapport à ton autorité et ton expertise. Bah, moi, je pars du principe que je fais pas ce que j'aime pas qu'on me fasse, donc je reste assez distant. Et puis après, le social selling, alors, j'apprends un truc, là, je savais pas comment ça s'appelait, mais c'est enrichissant aussi parce que bah, du coup, on se partage des pages. Moi, je découvre aussi des métiers, je découvre des publications. C'est aussi de l'information parce que malgré tout, LinkedIn, c'est une super bibliothèque d'informations avec souvent des exemples concrets donnés par d'autres professions qui nous éclaire sur le métier de l'autre, sur ce qu'il fait. Tiens, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut me donner. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant, en fait. Je ne refuse aucune invitation et je ne refuse aucun suivi de page, moi. Donc, Et tu cherches à te proformer justement dans la création de contenu, etc. Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, il faut être actif, c'est-à-dire il faut publier régulièrement. Alors là, c'est pareil, c'est entre guillemets, hein, il y a des moyennes, mais bon, si on publie un article par exemple par semaine et un article de fond, un post qui crée du développement et qui va amener effectivement à ouvrir un débat dans les commentaires, etc. Ouvrir les cercles le 1, le 2, le 3, on rentre dans l'algorithme et on fait agir effectivement l'algorithme, les indicateurs de l'algorithme de LinkedIn. Est-ce que toi, tu essayes de te former, de faire des formations par justement des acteurs de ta ville, de ton village, de ta zone de proximité, pour pouvoir justement être toujours à la pointe de la nouvelle technologie et particulièrement du digital, puisque bon, là, on parlait du digital avec LinkedIn. alors, j'ai pas fait de formation parce que le digital, j'y suis, mais c'est pas ce qui me passionne dans la vie. Donc, et puis il y a des gens pour qui c'est le métier, les community managers et ce genre de choses. Donc, j'ai fait appel à des community managers. Aujourd'hui, je ne fais plus appel parce que je m'aperçois que euh, pour bien se faire connaître, c'est à nous de publier. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui publie, mais c'est mon assistante qui publie. Elle connaît le métier, elle connaît nos clients, elle connaît nos problématiques, elle connaît l'ambiance de l'agence et c'est elle la plus à même de publier. Je sais qu'on publie une fois par semaine, voilà, des sujets sympas, des sujets moins sympas parce que dans notre métier, il y a plusieurs sujets. Et puis parfois, quand il me prend, ça m'arrive de poster une fois de temps en temps à la débauche, un after work, une visite client, un truc. Voilà. Elle aime pas trop que je fasse ça, mais ça m'arrive. Alors, c'est vrai que là aussi, pour les gens qui ont envie d'étendre un peu leur dynamique de croissance d'entreprise, ou peut-être de créer d'ailleurs effectivement une entreprise à la base, de partir de zéro, eh bien, il y a une autre façon de pouvoir faire du réseau. Il y a ce qu'on appelle le réseau en dur, c'est-à-dire le réseau physique. Et toi, tu fais partie d'un réseau de créateurs qui est effectivement le BNI. Alors, tu peux nous raconter comment ça se passe? Est-ce que par exemple, quand on arrive, il faut se présenter pendant une petite minute, on échange, on vient avec sa poignée de carte de visite? Voilà, comment ça se passe? Comment on peut avoir envie d'intégrer un club d'entrepreneurs? Eh ben écoute, le réseau de BNI, moi j'y ai adhéré quasiment au départ de mon activité parce que comme je te le disais tout à l'heure, hein, j'ai démarré tout seul et quand on est à fond dans le boulot, ben, on voit pas le temps qui passe, mais on devient solitaire, la solitude nous pèse. Le BNI est un club d'affaires sur lequel on se regroupe une fois par semaine. Alors ça peut être trop restrictif ou rigoureux, mais moi c'est ça que j'aime, c'est la rigueur de ce réseau. Toutes les semaines on se voit et toutes les semaines j'échange avec 35 ou 40 chefs d'entreprise, avec 35 ou 40 métiers différents ou expertises différents. Moi toutes les semaines je vois un avocat, un expert comptable, un artisan, un menuisier, un maçon. Donc j'échange. J'échange ma carte de visite, j'échange leur carte de visite. L'avantage de ce réseau, c'est que, bah, en effet, on se présente hein, toutes les semaines. On exprime pendant 45 secondes, c'est comme ça le BNI, c'est 45 secondes, ce qu'on appelle une infomerciale, c'est-à-dire toutes les semaines, je présente un produit, une anecdote, un client pendant 45 secondes. C'est ce qui nous permet de nous faire connaître à nos membres, parce qu'on appelle ça des membres.
Et ça nous permet d'échanger du réseau, du business, de l'expertise aussi. Donc voilà, c'est hyper intéressant, ça casse la solitude. Et puis surtout, ça nous facilite la vie à une vitesse de fou parce que on a tous un expert comptable, sauf que parfois il est dur à joindre. Moi, je sais que tous les mercredis matins, je verrai un expert comptable. C'est peut-être pas le mien, mais si j'ai une question à lui poser, je le trouverai là. Et avant d'arriver au club donc d'entrepreneurs, je suppose que ça se passe un peu en fin d'après-midi, un petit verre, un petit cocktail, etc. Et puis ensuite les gens arrivent. Bon, ça c'est une chose. Mais après il y a le pitch. Alors le pitch, bah, il faut avoir confiance en soi. Il faut effectivement maîtriser les codes de la communication, verbal, non verbal, etc. Pendant une minute. Alors est-ce que toi tu es plutôt tracker? Est-ce que d'une certaine manière tu prépares au maximum de façon à être en pro-contrôle et de ne rien effectivement louper? Ça, tu es dans ta voiture, tu es au volant et puis paf, là tu te dis ah là 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 là, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire, mais en même temps tu as une phrase, tu as une accroche, tu as un slogan qui te porte toi Olivier, qui est le capital humain et le capital immatériel le plus important de votre entreprise. Je pense que tu agis là-dessus, c'est un marqueur, c'est du branding ça. Ouais, alors je prépare rien parce que tu sais, quand tu es chef d'entreprise, tu es convaincu de ce que tu fais. Et quand tu es convaincu, tu es convaincant. Donc moi, présenter pendant 45 secondes un produit à un client, ça me pose pas forcément de problème. Alors je dis pas que je suis bon, hein. Commission verbale, non verbale, j'entends, moi, je le fais à la one again, j'ai envie de te dire. Euh, ouais, si tu maîtrises ton travail, ton métier, tu le fais avec passion, naturellement, de toute façon, tu te feras comprendre. Donc je mise plutôt là-dessus que la préparation millimétrée. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis en face de toi et j'ai rien préparé et voilà. Ouais, on va le faire un peu comme on peut, hein. Tout à fait, on le fait à la one again, comme tu le dis. C'est ça, Just c'est do it, ça. C'est comme disent les ça. Américains. Voilà. On Exactement fait et on ça. corrige au fur et à mesure. On revient à cette histoire de club de créateurs. Ça, c'est intéressant parce que pour les gens qui ont envie d'intégrer ce genre de choses et peut-être effectivement de se créer une socialisation dans le monde de l'entrepreneuriat, ça me semble très très important d'appuyer là-dessus. Alors, on va essayer de décrire un peu le contexte d'un club de créateurs. Donc là, tu échanges tes cartes, etc. Bon, le club se termine, la soirée se termine. Dans combien de temps, effectivement, le taux de réactivité, de remontée de l'information, c'est-à-dire le contact se fait? Tu as échangé ta carte, la personne te recontacte au bout de combien de temps et tu conclus effectivement une affaire ou tu conclus une proposition effectivement d'affaires dans un délai de combien? Alors, nous, notre béni, c'est un peu différent. On n'est pas le soir, on est du matin. Donc, c'est 7h30, 9h la réunion. Donc, petit-déj, café avant, petit-déj, café après. Mais je préfère la solution d'après plutôt du soir parce que je serais plutôt after work que petit-déj. Mais je fais le petit-déj. Bah, déjà, pour commencer, c'est comme dans tous les réseaux ou comme dans toutes les relations d'affaires. Il faut déjà se dire que les 6 premiers mois, tu vas donner confiance aux gens, te donner leur confiance, faire tes preuves, montrer que tu es là, que tu connais ton métier. Au bout de 6 mois, les recommandations commencent à arriver et globalement, quand tu as une recommandation d'affaires qui vient de ton réseau, tu as 80% de chances de signer le client parce qu'il vient grâce à quelqu'un qui te l'envoie. C'est tellement plus facile. Donc, pour ce côté-là, le réseau est un accélérateur de business assez exceptionnel quand même, hein. Dans tous les clubs de créateurs sur lesquels tu as participé, à ton avis, il manque quoi? Quels sont les trois axes qui ne sont pas traités et qui ne vont pas en profondeur et qui peut-être répondent pas nécessairement aux besoins des entrepreneurs? Eh ben, alors, j'en ai fait qu'un, j'ai fait que le BNI. Alors, c'est pas forcément un club de créateurs, c'est un club de chefs d'entreprise. Ce qui pourrait nous manquer, c'est que on est focalisé sur notre club, on est focalisé sur notre réseau, nos 35-40 chefs d'entreprise. Parfois, tu sais, on a besoin de prendre un peu plus de hauteur, d'avoir des conférences avec. Tout à l'heure, on parlait de coach sportif. Tu sais, tu as de temps en temps des conférenciers, tu vas voir. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps la conférence d'Edgar Gros-Piron. Enfin, c'est des gars qui prennent de la hauteur, qui ont un historique et qui te disent, hop, il y a encore des échecs possibles ou des voies possibles à explorer. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans mon réseau à moi. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que je m'enrichis par des conférences à côté, mais c'est pas toujours facile à trouver. Et puis l'autre chose, eh ben, c'est peut-être l'ouverture un peu plus importante aux collègues à côté. Parce que forcément, faire partie d'un réseau, bah, il est payant.
Tout le monde ne peut pas se le payer, surtout quand on crée. Or, c'est quand on crée qu'on a le plus besoin. Des fois, donner un coup de pouce à un créateur en disant, bah écoute, viens 1 ou 2 mois de façon gratuite toutes les semaines te faire connaître, peut-être on fera du business et peut-être tu reviendras. Voilà, bon, voilà, c'est une donnée très personnelle que je te donne là, ou une pensée très personnelle, mais voilà. Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que tu as déjà pensé à créer ta propre unité de réseau de networking, c'est-à-dire de clubs, d'entrepreneurs, de créateurs, de novateurs, de porter sur des conseils de croissance, des conseils effectivement d'optimisation, alors par rapport à ton métier, mais par rapport à d'autres, etc. Faire une sorte de pool, tu vois, une pool de compétences basées sur l'intelligence collective, comme par exemple l'indiquait Napoléon Hill, qui était l'un des plus grands copywriters effectivement dans les années 1800 et des bananes. Alors, j'ai pas un pool à proprement dit. Par contre, j'ai des personnes avec qui je travaille de façon très, très récurrente. Je travaille avec 2 notaires, je travaille avec 3 experts comptables, je travaille avec 2 avocats fiscalistes, je travaille avec un coach d'entreprise. Euh, Ces gens-là, je les ai en ligne directe et dès que j'ai la problématique chez un client, j'oriente vers l'un ou vers l'autre. Ça me permet, moi, d'avoir une relation client hyper riche parce qu'ils savent qu'au-delà du métier d'assureur que je fais, j'ai un réseau qui peut leur permettre d'accélérer les choses, d'avoir des réponses rapides. Mais c'est vrai que alors c'est pas un réseau, mais si, c'est un réseau parce que c'est un réseau d'affaires, mais c'est un pôle qui me permet, ouais, d'avoir une plus-value assez importante chez les clients. Et je le fais avec toute sincérité et comment dire, sans retour attendu, on va dire. Mais je pense que les gens qui t'écoutent, effectivement, et ils doivent se dire ouais, mais il a raison. Et moi, je pense que tu as raison aussi, parce que ça fait quelques années que je vais un peu en immersion, comme ça que je suis invité au niveau média, au niveau de mon autre casquette, en tant que journaliste d'investigation indépendant. Et en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que oui, il y a toujours un côté payant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est deux rendez-vous découvertes, et puis tout d'un coup, pang, on te fait péter un coup de payant. Et je pense qu'en effet, tu es sur la véritable problématique que les gens rencontrent aujourd'hui dans les clubs d'entrepreneurs, c'est que, à mon avis, ça devrait pas être payant au niveau de l'accès membre, parce que ce qui est important, c'est le côté apporteur d'affaires, c'est le côté effectivement, voilà, échange de business, etc. Voilà, on peut faire de l'affiliation aussi pour ceux qui ont des sites en ligne ou autre. Donc, il peut y avoir vraiment un échange, une intelligence collective, une intelligence de croissance qui peut se mettre en place, et pas nécessairement reposer sur une sorte d'accès membre en se disant, bah tiens, ouais, on va porter l'économie du club en mettant un droit d'entrée, quoi. Ouais, après, le droit d'entrée, c'est aussi le niveau d'engagement que la personne met en face. Si tu mets pas de droit d'entrée, tu sais, il y a toujours ceux qui viendront par profit gratuit et qui ne reviendront jamais et qui ne t'échangeront rien. Donc, malgré tout, le droit d'entrée, on peut le contester ou pas, mais c'est le niveau d'engagement que tu as envie d'y mettre. Moi, je disais surtout les droits d'entrée, c'est pour les nouveaux membres, en fait, les créateurs, ceux qui en ont le plus besoin, qui financièrement peut-être ne peuvent pas, et c'est à juste titre. Peut-être qu'il faudrait savoir l'ouvrir. Maintenant, le droit d'entrée, je pense qu'il est nécessaire. D'accord. Et dans l'espace, dans l'écosystème de ces donc du BNI par exemple, tu as rencontré aussi bien des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des petites structures, des solo-entrepreneurs, que des PME, des PMI, des capitaines d'industrie, des ETI, des professions libérales, il y a de tout. Bah, il y a de tout dans le sens où que tu sois chef d'entreprise de toi-même ou chef d'entreprise de 250 salariés, malgré tout, le lundi soir, passé 18h30, tu te retrouves tout seul dans le bureau à prendre ta décision et que bah, des fois, d'avoir des pairs, de voir des collègues ou des pairs une fois par semaine, ça t'ouvre des horizons, t'échanges. Et puis, je sais pas si c'est la taille de la structure qui fait la taille des décisions ou la taille des ennuis qu'on peut avoir, hein, tu sais, donc c'est un bon échange quand même. Et puis c'est ça qui nourrit aussi, c'est d'avoir un capitaine d'industrie et un micro-entrepreneur. Chacun sa vision des choses, on partage. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus au niveau des sujets qui étaient traités par le club entrepreneurs du BNI? C'était le fait de l'animation, c'est-à-dire les gens qui créaient l'animation, un peu l'émulsion, le sort qui créait l'empathie entre les entrepreneurs, ou est-ce que c'était plutôt les entrepreneurs qui se démarquaient et qui cherchaient à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs?
Bon, bah, de toute façon, si tu rentres dans un club pour pas aller à la rencontre des autres entrepreneurs, ne rentre pas dans un club déjà pour commencer. Après, ce qui fait la réussite d'un club, alors moi j'en ai vu qu'un, donc ça fait 3 ans que j'y suis ou 3 ans et demi. C'est l'ambiance du club, mais c'est l'effort que tout. On unit tous nos efforts pour nous-mêmes. Euh, donc, si tu es dans un réseau pour pas partager ta valeur ou tes informations, ça sert pas à grand-chose. C'est l'émulsion qui fait la réussite, hein. Comment c'est la phrase seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est exactement Mais ça, ouais, tout à fait. aujourd'hui, par exemple, ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses aussi que les CCI et les chambres de métier ont un rôle effectivement à faire justement dans le cadre de cette poussée de rencontres et de faire rencontrer effectivement les entrepreneurs et d'organiser de plus en plus de conférences sur des sujets de plus en plus pointus, etc. Parce que moi j'ai l'impression qu'elles sont un peu, elles sont un petit peu débarquées. Il y a une époque où elles étaient quand même très ancrées sur justement le développement, l'information, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça patine un peu. Je sais pas si tu ressens un peu ça, mais Alors ouais, c'est également mon ressenti. On sent que là, malgré tout, les communautés de communes, les chambres des métiers, les CCI, elles commencent à vouloir redynamiser les choses. Et c'est vrai que quand je te parlais de conférences tout à l'heure, c'est plutôt vers ces organismes-là qu'on attend quelque chose. Bah, c'est des organismes aussi qui, à un moment donné, avaient besoin d'alimenter les caisses pour payer les charges de structure et les charges fixes et qui ont fait beaucoup de payants. Et aujourd'hui, bah, comme tu disais tout à l'heure, on peut payer, mais on peut pas payer partout. Donc, c'est des réseaux sur lesquels on a déjà une fiscalité qui va chez eux. Donc, on attend un petit peu plus de ces gens-là. Oui, tout à fait. Bah, je te rejoins. quand tu vas t'informer sur Internet, tu vas où en fait? Quelle est ta plateforme de prédilection YouTube? Parce que c'est une plateforme d'autorité, de contenu effectivement long, de décryptage, d'analyse sur les sujets qui t'intéressent. Et quels sont d'ailleurs ces sujets? Tu nous parlais tout à l'heure dans le premier épisode et dans le début de celui-ci, du sport. Voilà, t'es un fan de sport, de biographies liées aux gens du sport avec leur motivation, leur mindset, leur niaque, l'envie effectivement de gagner. Ils jouent pour gagner. C'est des challengers. Et toi, quelles sont les autres passions, les autres hobbies effectivement qui viennent en corrélation au niveau des contenus que tu trouves sur le web? Alors, au niveau de la formation, j'ai un site que je peux citer, hein, c'est Previssima sur mon métier notamment. C'est un site très très bien fait d'un point de vue assurantiel et juridique et fiscal, euh, qui est plutôt neutre, qui est plutôt très très bien fait. Donc c'est le seul site sur lequel je vais pour m'informer. Sinon, je m'informe bah, justement au niveau de mes experts comptables ou de mes avocats fiscalistes, parce que je vais directement à l'information vérifiée et sincère. YouTube, par contre, oui, comme tu dis, je vais régulièrement sur YouTube, mais pour mes passions autres, pour justement voir des reportages sur des managers, sur des sportifs. C'est nourrissant, en fait, il y a beaucoup de relations entre la façon que un sportif se prépare et notre travail de tous les jours. Parce que, ok, au BNI, j'y vais à la one again. Par contre, quand je vais rencontrer un client, j'essaie de m'informer sur lui, de m'intéresser à lui. Il y a une préparation minimum, sinon, vas-y dans les mains dans les poches et t'es sûr de faire à peu près rien. Donc, voilà. Euh, au niveau de ton perfectionnement en tant qu'entrepreneur, là c'est pareil, t'aimes bien un peu les livres business. Est-ce que par exemple on va dire l'école un peu américaine, tous ces gens qui sont partis de rien à la base, de zéro, effectivement, sont des influenceurs pour toi. Alors influenceurs, je parle pas du influenceur, voilà, style réseaux sociaux, hein, je parle d'influenceurs de personnes inspirantes, captivantes, voilà, qui te donnent envie effectivement de suivre un peu leur chemin. Je pense à des gens comme MJ DeMarco, je pense à des gens comme voilà, des marketeurs américains qui ont compris très très vite que en fait c'est par la passion que le métier va devenir à l'excellence, quoi, par l'itération aussi. Ouais, bien sûr, tous ces gens-là forcent le respect et comment ne pas les respecter ou ne pas se dire oui, ils ont réussi très bien. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'aux États-Unis pour voir des gens comme ça? Je suis pas certain. On a des très 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 belles réussites françaises, de très belles familles qui ont réussi par la force du poignet, comme on dit. Donc, ouais, ces gens-là sont inspirants. Et puis,
petite ou grosse boîte d'ailleurs, parce qu'on a des réussites tous autour de nous localement, des familles qui ont réussi par le travail, par la résilience. Enfin, c'est vrai que c'est hyper, enfin, on se nourrit de ça, c'est super challengeant comme tu dis. On sait maintenant que aussi les entreprises n'ont plus obligation de publier leurs comptes. Est-ce que tu penses que ça, c'est un problème d'autorité au niveau de la clientèle, des prestataires, voilà, qui vont travailler avec ces entreprises, parce qu'en fait, il n'y a plus de signaux, il n'y a plus d'indicateurs. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est un peu à l'aveugle, quoi. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on a envie de publier nos résultats aussi? Chacun travaille pour soi. Est-ce qu'on demande pourquoi les chefs d'entreprise Oui, devraient publier leurs résultats? Pourquoi les salariés ne publient pas leurs fiches de paye dans ces cas-là? Tu sais, l'argent en France, c'est très tabou. Moi, j'en parle tous les jours. Quand on échange entre pairs, il y a pas vraiment de soucis. Mais non, non, enfin, ouais, ouais, moi, je trouve que chacun crée sa richesse, chacun avance à son rythme. Pourquoi partager toutes les informations? Tu sais, le partage d'informations, c'est bon, mais jusqu'à un certain point, hein. Et est-ce que tu penses que trop de lois, trop d'encadrement, effectivement, au niveau du monde entrepreneuriat, enferme l'entrepreneuriat? Je dis ça parce que j'ai lu le bouquin de Pierre Gattaz, justement sur le côté optimiste, etc., où il explique son parcours au niveau du MEDEF. Et justement, il explique que, ouais, il y a trop des fois d'encadrement, trop de lois, trop de dogmes qui d'une certaine manière, empêche de créer, empêche d'innover, empêche de pouvoir effectivement se porter par une vision, etc. Ouais, alors j'aurais du mal à te répondre là-dessus parce que je suis dans un métier qui est hyper encadré, de par nos autorités financières notamment, mais qui reste relativement simple par rapport à d'autres métiers. Je prends mon portefeuille client, tu prends les agriculteurs, ont des normes environnementales de fou, les professions libérales ont du secret professionnel, ont des devoirs de conseil. Enfin, c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui, certains métiers, je pense que ça va être vraiment, vraiment compliqué tous les jours de se dire, bah, il faut remettre, faut que je fasse attention à ça et ça. On entend beaucoup de gens qui arrivent à un moment donné à maturité d'entreprise et qui voudraient développer encore autre chose se disent, on arrête là parce que c'est trop, quoi. Peut-être qu'il y en a trop, ouais. Peut-être qu'il y en a trop, ouais. Allez, tiens, on va aborder un angle là, qui intéresse aussi les gens, c'est comment le conjoint perçoit effectivement celui qui entreprend. Ton épouse, elle est quoi? Elle est dans le cadre du salariat ou elle est dans le cadre du business de l'entrepreneuriat? Ah, je souris parce elle est salariée dans la grande distribution et un profil très, 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 très prudent. Donc, oui, oui, quand je me lance à l'eau, il y a 4 ans et demi, elle avait grand peur, mais bon. Ça se passe bien encore, donc ça va. Ça va. Après, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Ma femme doit être grande. Ah oui, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On peut même dire que d'une certaine manière, un homme bien souvent réussit parce que la femme s'efface au niveau de sa carrière. Et regarde les Michel Drucker, regarde effectivement les grands hommes. Derrière, en effet, il y a toujours une femme qui porte, qui rassure et qui conforte effectivement l'homme au pire moment effectivement de ses difficultés et de ses doutes. Ouais, c'est inévitable. Enfin, quand on a la chance d'être en couple et qu'on lance une aventure entrepreneuriale ou qu'on développe une boîte ou qu'on rachète une boîte, même s'il appuie à côté, des fois, il est très très prudent, mais peut-être qu'heureusement, il est prudent parce qu'avec notre fougue entrepreneuriale, des fois, on ferait peut-être des choses qui sont pas bonnes. Mais il la faut, et on est obligé d'être soutenu parce que c'est compliqué, hein. Alors voilà, ça fait bientôt 5 ans que je suis installé et ça roule et très bien. Et ceux qui nous écoutent aussi, mais tous ont connu des débuts peut-être pas faciles. Quand on rentre le soir à la maison, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui parler quand même, hein. Ah bah, c'est clair, ouais. Et justement, elle s'intéresse un petit peu à ton domaine, je dirais business. Elle te demande de raconter un peu ta journée avec tes clients. Toi, voilà, vous échangez un petit peu sur vos différences de code dans le monde d'un côté le salariat, d'un autre côté effectivement le monde d'entreprendre. Alors non, parce que en tant qu'agent général, je lui suis lié par le secret professionnel, donc je laisse mon costume d'agent dans ma voiture quand je ferme la porte le soir.
et puis parce que c'est un choix de notre part de dissocier nos deux vies professionnelles. Cependant, moi, je m'intéresse à ce qu'elle fait, et parce que pour moi, la grande distribution, c'est un monde à part, et je sais pas comment ils font encore pour être là aujourd'hui à traiter leurs salariés et leurs clients comme ils les traitent. Malgré tout, ils réussissent, donc voilà, c'est le grand sujet d'interrogation qu'on a entre nous. Mais voilà, non, non, je n'échange pas sur mon métier en tout cas. Par contre, j'échange sur le sien. Ouais, et la grande distribution, ça va m'intéresser prochainement parce que je vais recevoir Olivier Dauvert. Olivier Dauvert, c'est le collaborateur de Julien Courbet, en fait, entre autres, et qui est spécialisé dans le domaine de la grande distribution et qui a un caractère qui lui est propre. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette forme d'unicité qui le distingue. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le faire passer dans les paroles, dans les experts paroles de leader. Alors là, on a brossé un petit peu ton parcours, on a brossé un petit peu effectivement le côté club entrepreneur. On va aller un petit peu plus loin. Les gens, quand ils écoutent un podcast, ils se disent, bah oui, mais en dehors effectivement du fait d'entreprendre, en dehors de l'expertise et du domaine de compétences de la personne que je regarde et que j'écoute, quelles sont ses passions et ses hobbies? Comment d'une certaine manière tu te régénères après avoir fait ton boulot ou avant de commencer ta journée de travail? Oui, tu m'entends? Ah, je t'ai perdu, Olivier? Alors, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je te posais la question. Je voulais savoir si tu trouvais une passion, un hobby qui te permettait effectivement de bien préparer ta journée de travail. Mais là, je ne t'entends plus, Olivier, donc je ne sais pas où tu es passé. Donc, bon, bah écoutez, on fera effectivement l'épisode en plusieurs parties, à moins que Olivier me rejoigne dans quelques instants. On va voir si il peut réintégrer ce podcast. En attendant, j'en profite pour vous dire que si vous voulez donner de la force aux experts Parole de Leader, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Donc, vous tapez Philippe Belgrand, les experts Parole de Leader dans YouTube. Vous allez trouver la chaîne très rapidement. Vous pouvez laisser également, bien sûr, des étoiles, donc 5 étoiles sur les parties audio d'Apple Podcast et de Spotify. Et puis aussi laisser des commentaires, hein, bien sûr, sur les parties LinkedIn, des réseaux sociaux. Donner de la valeur aussi sur TikTok, sur Instagram, parce que les réseaux sociaux sont importants pour un podcast. Ça permet de créer de l'autorité et du dynamisme par rapport je dirais, au domaine du capital de représentation, voilà, je vais y arriver, donc du branding du podcast. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec moi à pouvoir écouter mes invités, vous apprenez des choses, ça vous guide, et puis ça vous permet aussi d'apprendre des tas de choses. Voilà, je vous dis donc à très bientôt avec un nouvel invité.